The MENA Talks, a podcast series by the BIC on the Middle East and North Africa. Once a month, our hosts, along with special guests, will explore underlying historical, economic, social and political drivers behind today's systemic issues in the MENA region. The BIC is present on Facebook, YouTube and Twitter. Follow us and subscribe to receive our latest news and publications. Bonjour à tous, vous écoutez MENA Talks et je m'appelle Wilson Fash. Je suis journaliste et consultant au BIC, le Brussels International Center. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Afghanistan depuis l'Afghanistan, puisque j'ai pu me rendre dans le pays pendant 3 semaines, du nord au sud, à Kaboul, Kandahar et Herat. Mon invitée aujourd'hui est Isabelle Moussar, la chef de bureau en Afghanistan de OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Nous avons bien sûr parlé du retour au pouvoir des talibans, de la crise économique et humanitaire qui frappe le pays et du dilemme qui se présente désormais aux pays occidentaux. Comment faire pour venir en aide à la population sans pour autant reconnaître l'Émirat islamique ? Bonjour Isabelle Moussar, merci beaucoup de nous recevoir dans vos bureaux ici à Kaboul. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc la chef de bureau en Afghanistan de OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et avec vous, aujourd'hui, on va donc parler de cette crise très grave, crise humanitaire qui frappe ce pays depuis des mois maintenant, et en particulier depuis le changement de gouvernement, depuis le retour au pouvoir des talibans. Vous êtes ici, dans ce pays, depuis juin 2021, ça va faire 6 mois. Vous étiez donc aux premières loges de ce changement de pouvoir. Parlez-moi peut-être tout d'abord de votre décision de rester dans le pays au moment où les talibans entrent dans Kaboul le 15 août. Vous faites ce choix-là de rester, pourquoi ? Effectivement, j'ai fait ce choix, mais je ne l'ai pas fait seule. C'est toute une équipe qui est restée en Afghanistan, une équipe d'humanitaires. C'est le cœur de notre mandat d'être présent auprès des populations dans les moments les plus difficiles. Et pour toutes les agences des Nations Unies, les agences humanitaires, le PAM, UNICEF, tous nos collègues et aussi nos collègues des ONG, il était essentiel d'être présent à ce moment-là en Afghanistan auprès des populations afghanes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est possible pour les organisations étrangères, les agences de l'ONU, de travailler en sécurité ici à Kaboul et dans le reste du pays. Mais le 15 août, vous ne le saviez pas, ça ? Alors, on ne le savait pas, effectivement, il y avait beaucoup d'incertitudes, mais on a quand même une connaissance de ces contextes. On a, en tant qu'humanitaire, l'habitude de travailler dans des contextes difficiles, et on a aussi un rôle important de négociation d'accès, de savoir parler à tous les acteurs en présence. Et donc, c'est sur ces bases-là, sur la base de nos principes humanitaires, que l'on prend ce type de décision et que l'on prépare l'avenir, notre capacité à opérer et en toute connaissance de cause et en toute connaissance des risques. Donc évidemment, toute personne qui souhaitait quitter l'Afghanistan était bien sûr la bienvenue et pouvait le faire si c'était son choix. Et toutes les personnes qui ont souhaité rester et continuer à travailler ont pu le faire également. Parlez-moi peut-être, entre guillemets, de votre relation de travail avec les différentes autorités que vous avez pu croiser ici ces 6 derniers mois. Avec les talibans, est-ce que vous aviez déjà des contacts, des relations avant même leur retour au pouvoir, ou est-ce qu'il a fallu tout recréer à partir de zéro après le 15 août ? Alors, les humanitaires, de façon générale, avaient des relations avec les talibans. Beaucoup d'acteurs humanitaires travaillaient dans des zones qui étaient déjà des zones contrôlées par les talibans, et nous, en tant qu'OCHA, nous avions aussi des relations et nous parlions. Et c'est vraiment le cœur du métier des humanitaires, c'est de pouvoir parler à tous les acteurs en présence. Et du coup, et bien évidemment, cela a été aidant dans la relation qu'on a pu développer par la suite. Aujourd'hui, près d'un Afghan sur 2 est en besoin d'une aide humanitaire pour manger, pour survivre. 4 mois après la prise de pouvoir des talibans, l'Afghanistan est au bord d'une famine. C'est des mots qui sont utilisés aujourd'hui dans la presse et dans les discours officiels. Et une famine qui menace de tuer 1 million d'enfants cet hiver si rien n'est fait. Un bilan qui serait plus lourd encore que le nombre total de victimes de la guerre ces 20 dernières années. C'est donc pas rien, c'est pas anodin. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Peut-être est-ce qu'on peut essayer d'identifier ensemble les principales causes de cette crise aujourd'hui, qui n'est pas entièrement due au changement de pouvoir, évidemment. Absolument. Alors ça, c'est un point très, très important.
pas du tout uniquement dû à ce changement du 15 août, mais c'est 40 ans de conflit, l'Afghanistan, faut le rappeler, je pense que c'est vraiment important. C'est également, dans les années plus récentes, des mois et des mois de conflit. L'année 2021, près 15 août, était déjà une année extrêmement compliquée pour les populations afghanes. On avait un certain nombre de facteurs aggravants qui étaient la sécheresse, deuxième sécheresse en 3 ans, extrêmement importante, avec un impact majeur sur les populations, particulièrement rurales. Donc vraiment déjà un impact sur la sécurité alimentaire. Bien sûr, un conflit qui était plus accentué sur les premiers mois de l'année et qui impactait les populations directement avec des déplacements internes de populations, avec une vraie vulnérabilité de ces populations déplacées. On avait aussi des populations déplacées dans certaines zones. Je pense à une visite que j'ai faite sur Herat il y a quelques mois, où on a rencontré des populations déplacées depuis 3 ans, avec un mélange de situations de sécheresse et de situations de conflit, et l'impossibilité de retourner sur leur zone d'origine. Donc sécheresse, conflit, et puis évidemment Covid, avec un impact économique. On pense pas toujours à lier l'Afghanistan avec le Covid, mais en réalité, évidemment, c'était aussi un sujet, et là encore, une grande difficulté à répondre aussi bien aux besoins médical, avec de l'accès à l'oxygène ou des soins en soins intensifs qui étaient très peu disponibles pour les populations afghanes, mais surtout c'est l'aspect économique du Covid, avec bien évidemment un affaiblissement de l'économie, de la possibilité de trouver du travail, etc., etc. Donc un impact économique aussi. Donc tous ces facteurs multiples avaient déjà mis la population et plus particulièrement les plus vulnérables en difficulté sur les 6 premiers mois de l'année. Et le discours que nous portions à l'époque était déjà un discours inquiétant, en disant attention, il va falloir s'engager plus sur le support à l'Afghanistan. Attention, la crise humanitaire augmente. Voilà. Donc ça, c'était un élément important. Évidemment, le 15 août a créé encore plus de complexité. Et la complexité principale, elle est liée à tous les enjeux autour des financements, et particulièrement sur la partie des financements de développement. Les financements de développement se sont arrêtés le 16 août, pour être un peu caricatural. Et du coup, toutes les structures qui reposaient sur ces financements de développement se sont vues sans soutien financier. Donc, si on prend des exemples très concrets, toute la structure médicale, toutes les structures hospitalières du pays ont vu leur financement s'arrêter, ce qui veut dire leurs salariés et toutes les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux et dans ces centres de santé ne sont plus payés, n'ont plus de salaire. C'est très concret. Et bien évidemment, tout ce qui est aussi intrant, médicaments, etc., ne sont plus disponibles. Et ça a un effet immédiat sur la capacité de la population afghane à recevoir des soins de santé. Oui, il faut rappeler ce chiffre. 43% du PIB de l'Afghanistan qui dépendait de l'aide internationale, des fonds étrangers. Donc en fait, on se rend compte qu'on avait des institutions étatiques avant le retour pour les talibans qui étaient quasiment des coquilles vides dans le sens qu'elles n'étaient pas du tout autonomes. Elles dépendaient entièrement des financements étrangers. Et ça, on le voit aujourd'hui avec un impact très concret, effectivement, sur le système de santé, que certains décrivent comme au bord de l'effondrement, avec, vous l'avez rappelé, des docteurs qui ne sont plus payés, avec des docteurs qui sont partis aussi, pendant le pont aérien ou par les frontières terrestres, ou qui comptent partir. Et fondamentalement, un système qui ne tient pas seul, et qui tient encore moins depuis que la communauté internationale s'est retirée. Comment est-ce qu'on fait
pour soutenir ce pays et donc soutenir la population quand on ne reconnaît pas les interlocuteurs qui sont aujourd'hui au gouvernement? Il y a une question qui est fondamentalement politique. Comment est-ce qu'on navigue dans ces eaux-là? Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'aide humanitaire efficacement alors qu'on ne reconnaît pas l'autorité en place? Et je parle évidemment des gouvernements étrangers. Alors, je pense qu'il est très important de souligner ce que vous avez dit au sujet de ces structures qui étaient sous perfusion. En tant que communauté internationale, on a beaucoup parlé de ces 20 ans de développement pour l'Afghanistan. Et effectivement, quand on est assis à Kaboul sur la fin du mois d'août et le mois de septembre, on voit ces 20 ans de développement s'effondrer devant nos yeux, et tout particulièrement en tant qu'humanitaire, ce qui nous concernait le plus, c'était les systèmes de santé. Et c'est une réelle question de savoir comment opérer dans ce contexte. Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est que effectivement, l'aide humanitaire peut faire le pont dans des conditions absolument exceptionnelles, pas forcément pérenne, mais exceptionnelle, peut faire le pont pour assurer que cet effondrement n'ait pas totalement lieu. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu des financements vraiment de l'humanitaire qui sont venus faire ce pont pour 3 mois pour pouvoir assurer une certaine maintenance ou une certaine continuité de service sans prendre toute la structure en charge, mais suffisamment de structure pour assurer effectivement un accès à la santé des Afghans. L'autre aspect, c'est la façon dont a été construit le plan de réponse humanitaire pour l'année 2022, qui va être un plan de réponse absolument massif, le plus important dans le monde, pour répondre à probablement la crise humanitaire la plus importante. Et ces plans de réponse humanitaire, ils s'appuient sur les structures existantes. Donc il est vraiment essentiel que ces structures existantes, et si on reprend l'exemple du système de santé, toute la structure du système de santé ne s'effondre pas. Vous parlez d'un possible effondrement, c'est le risque, c'est notre inquiétude, mais tout est fait, je pense, à tous les niveaux en termes de plaidoyer pour s'assurer que ce système ne s'effondre pas, parce que l'aide humanitaire et la réponse humanitaire telle qu'elle est prévue et planifiée pour 2022, elle prend en charge déjà une part de la population qui est très très importante, mais elle ne peut pas à elle seule répondre à tous les besoins de la population afghane. C'est impossible. Et même si dans de nombreux contextes aujourd'hui les humanitaires font une part très très large de la réponse à ces populations, il faut absolument préserver les structures existantes. Et pour ça, il faut effectivement que la communauté internationale trouve des solutions dans ses relations avec les nouvelles autorités pour pouvoir permettre le maintien et la continuité de service de ces structures. Oui, parce qu'effectivement, on a des puissances étrangères, des pays occidentaux qui disent oui, on va participer à l'effort humanitaire, on va lever des fonds, on va soutenir la population afghane, mais on va ne faire que ça. On va s'arrêter à l'aide humanitaire et pas de fonds pour le développement, par exemple. Et puis, on a aussi cette question des sanctions que l'administration Biden a imposées sur le nouveau gouvernement. On pense notamment à la réserve nationale qui est gelée. On parle de milliards d'euros à un moment où le pays a besoin de liquidités. Ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'il faut aller plus loin, que l'aide humanitaire ne suffit pas. L'aide humanitaire ne suffira pas, c'est très clair. Et alors je pense que pour l'année 2022, nous aujourd'hui en Afghanistan, on ne parle pas de développement. On a travaillé collectivement un plan de transition de 12 mois. Ce plan de transition, il est sur cette continuité de service. Il est sur la réponse humanitaire, qui en est vraiment le cœur, mais sur cette continuité de service, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre, et qu'il y a des ponts évidents entre les deux. Et la communauté internationale doit comprendre ça.
Et il y a des solutions. Et des solutions, on en propose. Et il faut pouvoir avancer dans cette direction très rapidement. Parce que, vous l'avez dit, le temps est compté pour les populations afghanes. Il faut que le soutien qui est apporté, et je parle bien des populations afghanes, je ne parle pas de nouvelles autorités, que ce soutien il soit apporté de façon rapide, de façon massive et de façon efficace. Et aujourd'hui, dans la façon dont on travaille, même si on a un certain nombre de challenges et de difficultés à opérer, il faut quand même souligner qu'on a un accès qui est bien meilleur que celui qu'on avait auparavant. Les équipes d'OCHA, conjointement avec d'autres agences et d'autres acteurs humanitaires, ont fait, je crois, plus de 17 missions par la route. Et non seulement sur les routes principales qui relient deux grandes villes, mais on arrive maintenant à descendre dans les districts. Je fais une petite parenthèse parce que c'est important. On parlait de développement tout à l'heure. Quand on descend dans ces districts, on va dans des zones où parfois il n'y a pas eu d'accès depuis plus de 12 ans. Et donc ce développement dont on parlait, il n'a pas atteint tous les coins de l'Afghanistan, très clairement. Et ces populations-là, aujourd'hui, parce que avec cet accès renouvelé, avec l'absence de conflit, elles peuvent parvenir, par exemple, à un hôpital de district. On était à Spin Boldak il y a 2 semaines dans l'hôpital et on a rencontré des familles qui arrivaient à Spin Boldak pour la première fois pour pouvoir accéder à des soins de santé, des femmes, des enfants qui souffraient de malnutrition aiguë sévère, très important, une unité de soins de la malnutrition aiguë sévère qui était complètement débordée et avec des mamans extrêmement sous-nutries également, qui pour la première fois accédaient à ces soins de santé. Donc il y a des contrastes comme ça qu'il faut absolument noter. Et même si on parle d'un effondrement du service de santé, au final, dans certains endroits d'Afghanistan, des populations extrêmement vulnérables ont finalement accès à des soins de santé. Oui, c'est notamment quelque chose que j'ai pu constater aussi à Herat, effectivement, dans des cliniques avec des populations qui, pour la première fois, accédaient à ces centres de soins-là, parce qu'avant, ça pouvait être trop dangereux, ou ils pensaient que c'était trop dangereux, en tout cas. Donc oui, c'est ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Non seulement il y a des besoins qui sont objectivement plus grands parce que la situation est plus grave, mais ils sont aussi plus grands parce qu'il y a plus de gens qui ont accès à ces soins-là. On a accès à des endroits qui étaient plus difficilement accessibles avant pour des questions simplement de sécurité. C'est vrai que c'est important de le préciser. Et je voudrais revenir sur cette visite que j'ai pu faire d'Herat la semaine dernière. Herat, qui a été le centre de l'épidémie de coronavirus avec plusieurs vagues successives. Là aussi, un grand problème de sécheresse. Et puis là aussi, comme dans le reste du pays, un problème de liquidité, une crise économique, une crise humanitaire. Il y a une clinique de MSF que j'ai pu visiter à Herat où ils ont constaté une augmentation de 70% du nombre de cas de malnutrition par rapport à la même période l'année dernière. Il faut rappeler que la malnutrition n'est pas un phénomène nouveau en Afghanistan, ça existe depuis des décennies, mais effectivement, là, cette année, ce mois-ci, on constate une augmentation, et ça à travers tout le pays. Alors, c'est un point crucial pour nous. Vous l'avez mentionné, hein, il y a 1 million d'enfants à risque. C'est quelque chose dont on a entendu parler déjà en juin. Il faut le préciser, j'étais à Kandahar en juin, à l'hôpital de Kandahar, et le chef de pédiatrie qui était là depuis très longtemps nous disait à ce moment-là qu'effectivement, s'il regardait les 6 premiers mois de l'année 2021, il avait déjà admis dans son unité de traitement de la malnutrition aiguë sévère plus d'enfants que sur toute l'année 2020. Donc on était déjà sur des chiffres extrêmement élevés en milieu d'année. Aujourd'hui, toutes les provinces où j'ai pu me rendre, et je serai à Herat la semaine prochaine, on fait le même constat. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les unités sont débordées et on voit 2, 3, parfois plus d'enfants dans un même lit pris en charge.
Et c'est effectivement un des symptômes les plus importants de la situation de la crise humanitaire aujourd'hui en Afghanistan. Et évidemment, une souffrance énorme pour ces enfants. Mais on voit aussi des mères qui sont très dénutries et très fragilisées en termes de leur santé. Aujourd'hui, que les gens soient pour ou contre les talibans, tout le monde ici est d'accord pour dire que la situation économique est devenue tout à fait intenable. C'est une crise qui touche tout le monde et qui est en train de se transformer en véritable crise humanitaire. À Kaboul, j'ai notamment visité le marché de Baharistan, que les locaux ont depuis renommé le marché du besoin. Le marché du besoin car les gens ont besoin de venir ici pour vendre leurs affaires en espérant en retirer un peu de liquide. Tout simplement pour pouvoir acheter de la nourriture, comme me l'a expliqué cet acheteur-revendeur qui lui était spécialisé dans les chauffages de seconde main. Nous avons deux types de clients ici. Ceux qui n'ont pas forcément de problèmes économiques, mais qui viennent vendre leurs affaires ici parce qu'ils comptent quitter le pays. Et puis il y a ceux qui n'ont plus d'argent et n'ont pas d'autre choix que de venir vendre leurs affaires contre un peu de liquide. C'est pour ça que nous avons renommé ce marché le marché du besoin, car les gens ont besoin de vendre leurs affaires. Sur ce marché, j'ai aussi croisé Sabra qui était venue avec ses enfants et en voiture avec un coffre rempli d'affaires personnelles, rempli de théières, de tasses, d'appareils électroménagers et même de rideaux. Nous devons vendre nos affaires superflues parce que nous n'avons plus de bois pour l'hiver et que nous avons épuisé toute notre farine et notre huile. Comme vous pouvez le constater, les gens sont confrontés à de nombreuses difficultés et il n'y a plus de nourriture ni d'eau pour les enfants. Après Kaboul, je me suis rendu à Herat, dans le nord-ouest du pays. Herat est la troisième plus grande ville d'Afghanistan et à l'entrée de la ville, on peut encore apercevoir les traces des combats qui ont opposé les talibans aux forces gouvernementales en août dernier. Combats que les forces gouvernementales ont évidemment perdu puisque ce sont les talibans qui ont pris la ville puis le reste du pays. Et ça, c'est ce que m'expliquait le chauffeur de taxi qui est venu me chercher à l'aéroport d'Herat et qui lui-même s'est retrouvé coincé dans ces combats en août dernier. Les talibans étaient devant moi et les militaires étaient derrière. Ma famille était avec moi dans la voiture et nous sommes restés coincés au milieu des combats pendant environ 15 minutes. Le poste de police que vous voyez là-bas a été pris pour cible par les talibans avec un lance-roquettes. Et en arrivant à Herat, sur le bord de la route, on a pu voir que des familles avaient disposé des dizaines, voire des centaines de tentes, des tentes multicolores, comme des tentes de camping, qui aujourd'hui abritent des familles venues des zones rurales, qui ont fui la sécheresse et la pauvreté, et qui campent parfois depuis des jours, parfois depuis des semaines, au bord de la route, sur le sol rocailleux, qui parfois dorment à même le sol. Là, j'ai rencontré Abdelkader Raimi, qui a 28 ans. Lui, il est arrivé ici il y a 3 semaines avec sa mère, sa femme et leurs 2 enfants. 2 enfants de 2 ans et demi et 8 mois, et ils dorment à la Belle Étoile. Voici ma famille. Nous sommes venus de la province de Gour pour recevoir de l'aide parce que nous sommes pauvres et que nous n'avons pas d'argent. Et il n'y a aucune opportunité d'emploi. Ils ont tout quitté, ils ont quitté leur campagne, ils ont voyagé pendant 3 jours pour finalement échouer sur ce sol rocailleux en espérant recevoir de l'aide, soit des organisations internationales, soit du nouveau gouvernement taliban. Avant, on avait aussi ce genre de problème, mais maintenant c'est pire. À cause des sécheresses, nous ne pouvions plus travailler dans l'agriculture. Pour cette raison, j'étais au chômage et nous n'avons pas d'argent. Donc, nous devons continuer nos vies comme ça. Si rien n'est fait pour nous aider, quel choix nous reste-t-il? Nous pouvons soit mourir, soit survivre.
Cette famille de réfugiés affirme que les talibans ont tenté de les chasser de là en leur confisquant leur tente, comme l'explique Tasragaï, qui a 65 ans et qui est la mère de Abdelkader. Il était environ minuit qu'ils ont pris notre tente et celle d'autres familles aussi. Ils m'ont traîné par terre jusque là-bas. Je n'ai pas pu les arrêter et ils sont partis avec notre tente. Les talibans sont là, ils font des tours en voiture avec leurs sirènes hurlantes. Il y en a qui sont là aussi à pied, qui observent la situation. Mais ils ne sont pas là pour venir en aide à ces centaines de familles. Au contraire, leur présence semble les déranger. Les mendiants ont l'habitude de ne pas travailler et de recevoir de l'argent gratuitement. Les réfugiés sont les mêmes. La guerre est terminée. Il n'y a pas de raison de fuir. Alors cette pauvreté elle a évidemment des conséquences très graves, et notamment sur les enfants. Dans la ville d'Herat, j'ai aussi pu visiter la clinique de MSF, Médecins sans frontières, où ils ont de nombreux cas d'enfants malnutris. Rien que dans cette clinique tenue par MSF, il y a 70% plus de cas de malnutrition par rapport à la même période l'année dernière. Les services de soins intensifs sont complets, et certaines familles qui sont là, qui sont venues pour se faire soigner, ou sont venues faire soigner leurs enfants, ont fait jusqu'à 150 km pour pouvoir arriver là. Alors dans cette clinique tenue par MSF, on traite des malnutritions aiguës chez des enfants de 0 à 5 ans qui ont des complications telles que la pneumonie, la diarrhée, la rougeole, des maladies aggravées par la malnutrition. C'est le cas notamment du petit Omid qui est là dans la chambre près de la fenêtre. Il a 2 ans et demi et il souffre de malnutrition à cause d'un problème à l'œsophage. Il aurait besoin de se faire opérer mais sa famille n'a pas les moyens de l'hospitaliser à Kaboul. Tajouar, c'est la grand-mère de Omid et elle veille sur son petit-fils jour et nuit. Avant, la situation était bonne. Il n'y avait pas de sécheresse et nous pouvions vivre de l'agriculture. Mais maintenant, à cause des sécheresses, tout est tari et nous n'avons plus rien. Hier, nous avons dû contracter un prêt juste pour pouvoir acheter un paquet de farine. Gaïa Giletta avait déjà travaillé au Yémen, en Somalie, au Congo ou encore à Lesbos. Et depuis un mois, elle est l'infirmière en chef de cette clinique ici. Elle est italienne, elle a 31 ans. On voit beaucoup de petits-enfants qui sont mal nourris. Et ça, c'est parce que les mamans sont mal nourries aussi. Elles n'ont pas assez de lait pour leurs petits-enfants. Avant, il y avait l'aide des organisations internationales et ils avaient aussi beaucoup d'argent qui venait des donneurs. Et maintenant, on n'a plus les organisations internationales et on n'a plus d'argent et donc les systèmes ne marchent plus. On doit soutenir les systèmes sanitaires et on peut le faire avec des donations internationales et avec, si c'est possible, les retours des organisations internationales dans les pays. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé à Herat, c'est le nombre de familles que j'ai pu rencontrer qui cherchaient activement à vendre un ou des enfants. C'est des choses qu'on a pu voir dans les médias ces dernières semaines, des reportages chocs sur ces familles qui cherchent à vendre souvent leurs filles. Je pensais que c'était un épiphénomène, et ça allait peut-être, mais c'est vrai qu'en arrivant à Herat, j'ai croisé une demi-douzaine de familles qui proposaient de vendre leurs enfants. Ça montre bien la gravité de la situation pour que ces familles s'en résoudent à ça. Et j'ai pu aussi rencontrer des gens qui cherchaient à vendre un organe, par exemple, un rein. On sait que dans la ville d'Herat, cette ville a toujours été un peu une plaque tournante du trafic d'organes, et que pendant des années, des gens pauvres pouvaient vendre un rein, illégalement, mais ça se faisait. Alors aujourd'hui ça se faisait plus, parce qu'apparemment les talibans, depuis 2 semaines, ont suspendu les opérations de transplantation, et donc par là même le trafic d'organes, en tout cas pour le moment. Mais tout ça pour dire que ça montre bien la gravité de la situation. Si des gens sont prêts à vendre un enfant ou un organe, est-ce que ça, c'est que ce soit à ce point-là, que ce soit aussi grave, ça c'est nouveau? Je pense que vous le dites très bien, ça souligne la gravité de la situation. Le fait que ces populations sont dans des réflexes de survie. Et ça, je pense que ça doit tous nous alerter sur cette crise humanitaire, sur la nécessité d'y répondre le plus rapidement possible, avec tous les moyens nécessaires.
de continuer à rappeler aux nouvelles autorités les principes qui sont les nôtres sur la façon dont on doit opérer en tant qu'humanitaire, et puis bien évidemment aussi d'assurer la continuité de tout ce qui est service essentiel. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le message que l'on souhaite faire passer à la communauté internationale aujourd'hui. Ces exemples que vous citez, qui sont des exemples absolument dramatiques, au-delà du drame humain qu'ils représentent, ils sont les alertes que l'on doit entendre. Mais ces alertes, elles sont vraies aussi sur, comme on le disait, avec le nombre d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, sur la situation des communautés rurales, sur aussi on s'inquiète énormément pour 2022 de la situation météorologique. Vous êtes assis à Kaboul avec moi, vous voyez le temps qu'il fait dehors. Nous n'avons pas eu une seule pluie ou de neige depuis le début du mois de décembre, et ça c'est également très inquiétant. C'est-à-dire que les prévisions météorologiques pour 2022 sont tout aussi inquiétantes en termes de sécheresse. Donc la criticalité de cette situation, elle n'est pas juste là pour quelques mois. Il va falloir être présent auprès des populations afghanes sur la durée. Et vraiment, je pense que le message, c'est de ne pas laisser les politiques et la politique intervenir sur notre capacité collective et notre responsabilité collective à soutenir les populations afghanes. Un mot également sur le travail des organisations non gouvernementales, qu'elles soient nationales ou internationales, ici sur le terrain, de manière très concrète. Quels sont les défis au travail de terrain, notamment en termes d'accès ? L'accès géographique, il est plutôt bon, voire très bon, voire meilleur qu'il n'a été depuis des années. Ensuite, il y a des difficultés qui sont principalement liées à l'accès au cash, à l'argent, puisque vous l'avez évoqué plus tôt dans notre discussion, toute la problématique financière autour de l'Afghanistan a fait en sorte qu'un certain nombre d'acteurs, de très nombreux acteurs, n'ont pas pu augmenter leurs réponses au niveau où ils l'auraient souhaité parce que on a cette difficulté qui, je l'espère, est en passe de trouver des solutions et on va pouvoir, au final, je pense pouvoir augmenter de façon très significative la réponse grâce aux solutions qui sont en train d'être trouvées, solutions très pragmatiques et pratiques pour les acteurs humanitaires en général. Et puis, vous l'avez évoqué également, toute la question des sanctions et l'importance, et je peux pas la souligner plus vraiment, d'une exemption pour les acteurs humanitaires afin de pouvoir répondre à cette crise majeure. Un mot enfin pour conclure sur les talibans, le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir face à vous des gens qui sont capables de gérer ces crises, de faire face à cette crise ? J'en parlais avec des acteurs des organisations non gouvernementales, nationaux, internationaux, qui me disaient qu'avant, ils avaient l'impression d'avoir face à eux, et il y avait des problèmes avant aussi, notamment de corruption très graves, de toute évidence, mais qu'au moins avant, ils avaient l'impression de parler avec des gens qui connaissaient leur dossier. Et que maintenant, dans certains cas, ce n'est plus le cas, qu'ils ont en face d'eux un mollah. C'est caricatural, mais c'est des exemples qui arrivent, qui n'ont pas les capacités, les outils pour travailler efficacement en collaboration. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi parfois d'avoir en face de vous un acteur qui n'est pas en mesure de répondre aux défis ? Alors je pense qu'il y a plusieurs aspects. Effectivement, et vous l'avez évoqué, il y a énormément de gens qui sont partis. Et donc, on retrouve dans les acteurs que l'on rencontre aujourd'hui des personnes qui n'étaient pas forcément à des niveaux très élevés dans les hiérarchies, entre autres dans les ministères, et qui sont peut-être moins performants ou moins en capacité. Ça, c'est une certitude. Au niveau des provinces, on retrouve le même phénomène. Donc, il y a des complexités, il y a un énorme travail d'engagement, de relation qui est fait par OCHA, mais par les autres acteurs, pour expliciter
pour faire comprendre la façon dont on travaille. Mais il y a aussi, et je pense que c'est bien d'être factuel et d'avoir un discours équilibré sur ce sujet, il y a aussi, et on rencontre aussi bien au niveau des autorités centrales à Kaboul que dans les provinces, des personnes qui ont une vraie volonté de comprendre, d'engager le dialogue et de trouver des solutions. Et depuis le 15 août, les acteurs humanitaires, même s'ils ont fait face à de nombreux défis, ils ont aussi toujours été assurés de leur sécurité et toujours été assurés de leur accès. C'est un bon début. Il faut continuer le travail. Merci beaucoup Isabelle Moussard de nous avoir reçus ici dans vos bureaux à Kaboul. Merci à vous. Au revoir. Thank you for listening to another episode of the MENA Talks. Share your thoughts with us on social media with the hashtag MENA Talks and follow us to receive our latest news and updates. The MENA Talks is a podcast series on the Middle East and North Africa, an initiative of the Brussels International Centre.